Bien. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à ce webinaire qui abordera notamment les critères éthiques du référentiel de système d'information des sociétés de téléconsultation. Donc pour ce faire, on aura plusieurs animateurs. Donc oui, c'est un webinaire qui est co-animé par ANS et par la DNS. Les représentants de l'ANS, donc Brigitte Serroussi et Emmanuel Clout, et côté ANS, donc moi-même, Frédéric Duvigneau, et qui représente aussi Yves Lauriard, qui est le responsable projet du secteur télésanté au sein de l'ANS. Donc voilà, peut-être en quelques mots, laisser la présentation aux animateurs, peut-être commencer Emmanuel Oui, merci Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Donc Emmanuel Clout, oui, directeur de projet DNS. Peut-être juste deux mots pour expliquer le contexte là, mais probablement que la plupart de vous le connaissent. Mais donc là, c'est un webinaire qui est vraiment centré sur l'éthique et les exigences et les critères éthiques du référentiel SI des sociétés de téléconsultation. Peut-être expliquer pourquoi il y a ce webinaire sur ces exigences. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le jalon 3. En fait, c'est en tant que société de téléconsultation et pour celles qui sont déjà agréées. Excusez de t'interrompre, Emmanuel. Peut-être qu'il faut Oui. passer les slides, Frédéric. Oui, mais je pensais que c'était au niveau de l'introduction, mais après on s'adapte. Mais je pense que là, Emmanuel, d'après moi, il est parti pour parler là de quelque chose qui est sur un support. Sur ça, oui, pardon. Je pense, ouais. Je te coupe peut-être, Emmanuel, juste pour qu'on finisse l'introduction. Je te redonne la parole juste après, pardon. Peut-être Brigitte, en quelques mots de présentation. Oui, moi je suis aussi à la délégation numérique en santé. Je suis responsable de la cellule de l'éthique du numérique en santé au sein de la DNS. Et donc j'anime un certain nombre de groupes de travail qui proposent finalement d'élaborer des référentiels pour essayer d'inscrire effectivement le numérique en santé dans un cadre de valeurs éthiques. Et j'en parlerai tout à l'heure. Merci. Moi-même, donc Frédéric Duvigneau, donc je suis chef de projet éthique, plus spécifiquement effectivement au sein de l'agence, et donc j'accompagne notamment Brigitte dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets. Donc comme le disait Emmanuel, donc il y aura l'introduction sur les objectifs justement et le calendrier des critères éthiques du référentiel des sites et des sociétés de téléconsultation, donc un focus sur cet aspect-là. Ensuite, on aura donc la présentation des travaux du sens du cadre de l'éthique du numérique en santé et des rappels juridiques par Brigitte. Ensuite, avec Brigitte et moi-même, une présentation d'un pool de critères qui sont assez représentatifs de ce que l'on peut retrouver comme critères au sein du référentiel. On n'abordera pas tous les critères parce qu'on n'aura pas le temps, mais en tout cas, on restera bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions éventuelles à la fin de ce webinaire, à la fin de cette présentation, et bien évidemment après. Et on finira sur le cas de l'éco-responsabilité, notamment avec le calcul de l'éco-score, qui fera notamment l'objet plus spécifiquement d'un second webinaire pour entrer un petit peu plus dans les détails de son fonctionnement. Donc voilà, pardon, excuse-moi, du coup, Emmanuel, je te rends la parole, et notamment sur la présentation justement de ces fameux jalons de la mise en œuvre de ce référentiel. Oui, donc je rembobine, pardon. Merci. Oui, donc ce que je disais là, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de l'agrément des SI de sociétés de téléconsultation par la DGOS et la certification de conformité des SI de sociétés de téléconsultation. On a un jalon là qu'on connaît tous on connaît tous bien, qui est le jalon dit 3 du 30 juin 2025, qui doit être respecté pour que les sociétés de téléconsultation qui sont déjà agréées conservent leur agrément. Et pour conserver leur agrément, au 30 juin, il faut qu'elles soient conformes à une série d'exigences qui sont celles des lois 1 et l'O2 qui sont écrits là,
et aussi aux exigences messagerie sécurité de santé, DMP, interopérabilité, éthique et tests d'intrusion. Et dans le cadre des comités de suivi là qu'on organise avec notamment le LET, Medadom et un certain nombre probablement d'entre vous, le dernier ayant eu lieu en janvier, ce qu'on s'était dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour sécuriser le jalon du 30 juin et que vous puissiez conserver votre agrément. Et parmi toutes les exigences, il y en a certaines qui sont relativement maîtrisées, enfin et bien connues sur la partie MSS, DMP, interopérabilité. En revanche, pour ce qui est test d'intrusion éthique, c'est quand même un peu plus nouveau probablement. Et du coup, on s'est dit que c'était sur ces sujets-là qu'il fallait qu'on organise des webinaires dédiés. Sur les tests d'intrusion, ça a été fait il y a une dizaine de jours. Et là, aujourd'hui, c'était sur les exigences éthiques du numérique en santé. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger, je pense, le plus possible sur ces exigences qu'on avait déjà concertées, qu'on avait déjà expliquées en 2023. Mais là, d'y revenir maintenant que ça se concrétise et que vous allez devoir déposer les preuves qui vont permettre à l'ANS de confirmer que vous êtes conforme à ces exigences. Et que vraiment, l'idée, c'est de soulever là le maximum de questions pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les preuves que vous aurez à déposer le moment venu et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage sur la partie éthique à la fin du mois de juin et juste avant la date du 30. Quoi. Voilà, c'était ça vraiment l'idée. Quoi. Et je m'arrête là et je vous passe la parole à Frédéric et Brigitte. Merci Manuel. Merci, Brigitte? merci beaucoup. Du coup, moi, je vais continuer. Effectivement, on s'était déjà parlé pour expliquer tout ça, mais on va peut-être reprendre les choses de façon à ce que ça rafraîchisse les mémoires, puisque effectivement, il s'est passé un peu de temps depuis qu'on l'a déjà fait. Alors, du coup, là, on va vous parler un petit peu du cadre de l'éthique du numérique en santé. Donc, peut-être rappeler que au niveau de la DNS, on a une approche hyper pragmatique de l'éthique, donc en fait quelque chose de très opérationnel. Donc, on définit finalement l'éthique du numérique en santé comme étant l'intersection de l'éthique clinique, donc avec des piliers de non-malfaisance, bienfaisance, autonomie et justice. Et ça, on croise ça avec l'éthique du numérique qui est vue comme un outil. Et donc, on souhaite que effectivement les solutions numériques en santé et la téléconsultation en particulier, c'est facile à utiliser, c'est accessible à tout le monde, c'est au service de l'utilisateur. Et puis, il y a cette composante éco-responsabilité, c'est-à-dire faire en sorte que l'impact environnemental de ces outils soit le moindre possible. Donc, si on passe à la suivante. Donc la bienfaisance du numérique en santé, c'est quoi? C'est faire en sorte que les outils et les services répondent à des besoins qui sont vraiment clairement exprimés par des utilisateurs. Donc ce n'est pas forcément la vision de l'éditeur, c'est vraiment le besoin de l'utilisateur et que le fait d'utiliser ces outils, ça leur apporte un bénéfice. Pour la non-malfaisance, c'est qu'en fait, de les utiliser, ces outils, ça ne fait pas, ça détériore pas finalement leur, fonctionnement, leur travail. Ça fait pas de stress, ça les énerve pas, ils sont pas malheureux quand ils les utilisent. Ensuite aussi au niveau de la justice, il faut que en gros, il faut que ça soit, des outils qui permettent d'avoir le même qualité de service avec tous les utilisateurs. Et puis, au niveau de l'autonomie, il faut qu'en gros, ils ne soient pas toujours en besoin d'explications, en besoin d'accompagnement et qu'à un moment donné, une fois qu'ils ont été, formés, éduqués, on leur a expliqué comme il fallait, ils soient en capacité d'utiliser sans avoir toujours à revenir à une aide, à une béquille, qu'on leur imposerait parce que, justement, la préoccupation de l'autonomie n'est pas satisfaite au niveau de l'outil. Donc si on passe à la suivante, au niveau de la cellule éthique du numérique en santé, nous, à la DNS, on a beaucoup, beaucoup travaillé à construire, ce cadre de l'éthique du numérique en santé avec beaucoup de groupes de travail, qui ont fait des choses différentes. Donc, là, il y a les 14 qui sont en cours, avec le 13e qui est en gros un groupe de travail qui a proposé justement
les exigences éthiques de la téléconsultation. Dans tous les groupes de travail, on a toujours des représentations d'éditeurs, d'utilisateurs, des usagers, patients ou pas patients. On a toujours des juristes, on a toujours des éthiciens, des philosophes, des sociologues. Donc, en gros, on a toujours cette préoccupation d'avoir une vision riche avec l'expression des différentes parties prenantes, on va dire. Et du coup, voilà. Donc, ce GT13, c'est celui qui a élaboré le référentiel de l'éthique des SI de téléconsultation et les exigences que vous connaissez sans doute déjà. Donc, si on passe à la suivante, les temps forts de l'éthique du numérique en santé, c'était en 2019, la création de la cellule éthique du numérique en santé avec la première maison de l'AI-santé et l'éthique qui figurait au niveau des référentiels socles à côté de la sécurité de l'interopérabilité. En février 2022, au premier jour pratiquement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, on avait préparé des principes éthiques européens qui ont été approuvés à l'unanimité des États membres. Le 23 juin, l'éthique est intégrée aux critères de référencement des applis de santé dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. En juin 2023, on a publié une grille de réflexion éthique pour l'analyse des situations complexes en télésanté. En décembre 2023, on a lancé la plateforme d'éthico-vigilance. C'est une plateforme qui permet aux usagers de signaler, de faire remonter des questionnements éthiques rencontrés lors de l'utilisation de solutions numériques en santé. Et puis en décembre 2023, la publication du cadre de l'éthique du numérique en santé. Alors ce cadre, si on va à la suivante, c'est quoi? C'est un ensemble de référentiels. En tout cas, c'est un corpus documentaire avec des référentiels thématiques, donc on va dire transversaux, qui vont finalement s'attacher à caractériser l'éthique, soit d'une pratique ou soit d'une manière d'aborder le numérique en santé. Donc, par exemple, l'éthique de l'IA en santé, c'est un référentiel thématique parce qu'en fait, c'est l'IA dans toutes les solutions numériques en santé, quoi. Et à côté de ça, on a des référentiels qu'on appelle sectoriels. Vous connaissez les terminologies, je pense. Et donc, ça va être l'éthique d'outils. Donc, ça va être l'éthique d'un logiciel de gestion de cabinet, d'un système d'information hospitalier, l'éthique des applis de santé, l'éthique des SI, des téléconsultations, et puis d'autres. Voilà. Donc, en fait, on a ces deux visions, le référentiel thématique, le référentiel sectoriel, mais pas que, puisqu'on a aussi des produits, des documents d'accompagnement, des outils. Donc, des documents d'accompagnement, c'est des recommandations de bonnes pratiques. Ça peut être aussi des recommandations sur la façon d'aborder le numérique en santé de manière générale. Et puis, il y a aussi des outils, et notamment, essentiellement, des outils de calcul d'impact environnemental, notamment pour un certain nombre d'outils. On va les voir tout à l'heure. Et puis, il y a des ressources un petit peu plus destinées au grand public avec des films pour illustrer l'éthique du numérique en santé, d'organisation des journées régionales de l'éthique du numérique en santé, etc. Et là, ce sont des occasions d'aller vers le grand public égale utilisateur finalement des solutions numériques. Et lors de ces journées, on rencontre essentiellement des usagers, mais également beaucoup de professionnels de santé et des représentations des professionnels de santé type URPS, etc. Donc, tout ça fait partie de ce cadre de l'éthique du numérique en santé. Ce cadre de l'éthique du numérique en santé, il existe indépendamment du réglementaire. On fait bien la différence entre ce qui relève de l'éthique et ce qui relève du juridique, du réglementaire. Donc, si on va à la suivante, au niveau du juridique et du réglementaire, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a l'irruption de l'éthique du numérique dans les textes de loi à l'occasion de la publication de la loi de 2019 sur l'organisation de la transformation du système de santé, où on expliquait dans ce texte de loi que il allait y avoir un espace numérique de santé qui s'est appelé plus tardivement Mon Espace Santé, et que il y avait 4 services, dont un catalogue de services, et que pour être référencés et intégrables dans l'espace numérique de santé, les services et outils numériques devaient respecter des référentiels d'interopérabilité et de sécurité, mais aussi d'engagement éthique. Et ce mot éthique attaché au numérique en santé, c'est la première fois qu'il apparaît dans la loi, donc en 2019.
Et puis, en fait, ça a continué son chemin puisque le 23 juin 2022, l'éthique est intégrée aux critères de référencement des services et outils numériques du catalogue de services de mon espace santé. Donc là, on a le référentiel avec les référentiels donc sécurité, interopérabilité et éthique. Le 23 décembre, la LFS de 2023 donc, confirme la nature opposable du cadre éthique au même titre que l'opposabilité des référentiels de sécurité et d'interopérabilité. Donc là, vous allez sur, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, si vous allez sur Légifrance, vous savez, en gros, les textes de loi évoluent. Et donc, il y a le L 1470-5 qui, dans sa version d'avant, on va dire, disait qu'effectivement, il y avait une opposabilité des référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Et à partir du 31 décembre 2023, il y a d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Et donc, l'éthique va vraiment dans la cour des grands. Dans cette version de 2023, il y a aussi le fait que le suivi et la revue régulière de ces référentiels est assuré par l'ANS. Si on va à la suivante, là, du coup, février 2024, l'éthique est intégrée aux critères de conformité DSI des sociétés de téléconsultation avec ce texte que vous connaissez sans doute très bien. Donc ça, c'est le côté un peu réglementaire de finalement dans quel contexte finalement les systèmes d'information de la téléconsultation et l'éthique des systèmes d'information de la téléconsultation s'inscrivent sur le fait que effectivement on a une opposabilité qui était bien connue pour les référentiels d'interopérabilité et de sécurité et maintenant aussi d'éthique. Si on va à la suivante, on va rentrer dans le détail. En gros, l'idée qu'on vous propose, après si vous avez des questions qui sortent, il n'y a pas de sujet, mais on s'est dit peut-être qu'on pouvait reprendre les exigences éthiques que vous connaissez et peut-être à nouveau expliquer dans quelle mesure finalement ces critères-là ont été élaborés et en fait ils répondent à quoi. Donc, pour revenir un peu en arrière, en gros, c'est que le numérique en santé, ça a des bénéfices, mais ça peut avoir des contreparties, dont des contreparties négatives. Et l'idée de l'éthique du numérique en santé, c'est d'éviter ces contreparties négatives, de rassurer les utilisateurs et de donner les moyens aux éditeurs de s'inscrire dans ce cadre-là. Donc là, on a un référentiel constitué de 33 critères qui a été publié, qui a été concerté et en gros, qui a commencé finalement à voir le jour via l'EcoScore sur lequel on va revenir puisque en gros, il y a eu des bêta-testeurs qui ont participé à le fait de vérifier que le modèle qu'on avait conçu pour le calcul de l'éco-score de la téléconsultation s'appliquait réellement et permettait le calcul de cet éco-score. Si on va à la suivante, alors bon, donc ça, on peut peut-être redire que ces 33 critères, en gros, c'est si on les projette dans les piliers de la bioéthique, là, c'est-à-dire bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice et développement durable, eh bien, on va avoir surtout de la bienfaisance, un peu d'autonomie, justice et développement durable. Donc surtout de la bienfaisance. Et si on rentre maintenant dans le détail, on va commencer par un premier critère, une première exigence qui porte sur l'accessibilité, donc qui relève de la bientraitance également. On dit que le système doit être intuitif, c'est-à-dire simple d'usage pour tous les publics, facilement compréhensible et ne demandant aucune formation particulière. Donc là, en gros, c'est de faire en sorte que le système soit utilisable par tous, quoi, et sans que ça soit difficile, ou en tout cas jugé comme difficile par les utilisateurs. Les utilisateurs, que ce soit du côté professionnel médical, mais bien sûr, évidemment, du côté de l'usager. Alors, là, en gros, comment est-ce qu'on va faire la preuve que le système est intuitif, simple d'usage, etc. Donc, en fait, il y a 2 situations. Soit vous avez en amont, réalisé des tests utilisateurs. Alors à ce moment-là, on va vous demander de nous décrire la méthodologie que vous avez mise en œuvre et les résultats de ces tests. Donc si vous avez eu des tests utilisateurs, il faudra nous dire, c'était qui les utilisateurs? Par exemple, si c'était, des salariés de la société de téléconsultation,
ça va peut-être pas être suffisant parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit assez représentatif de l'ensemble des utilisateurs possibles. Donc, il faut effectivement insister sur la diversité du groupe, des utilisateurs que vous avez monté, notamment avoir, une parité, avoir, effectivement des gens, âgés, pas âgés, des niveaux, de familiarité avec le numérique un peu différents et puis, donc caractériser, ce groupe d'utilisateurs et puis les résultats des tests, que vous avez, obtenus. Alors c'est pas obligé, ça c'est un exemple, hein, si vous avez fait autre chose que des tests utilisateurs, une autre méthode que vous avez mise en œuvre et qui vous a permis de conclure que oui, le système était intuitif, à ce moment-là, on vous demande simplement de décrire cette méthode que vous avez, développée, vous-même. Ça peut être, des living labs, ça peut être des grilles d'analyse, ça peut être, comme vous voulez. Simplement, en gros, ce qu'on vous dit, quelle que soit la méthode, vous nous la décrivez et puis vous nous donnez les résultats. Voilà. Après, le système, il doit c'est pas uniquement être facile à utiliser, mais il doit être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, en gros, il faut, des gens qui peuvent être handicapés, qui peuvent y avoir accès et là, en fait, l'élément de preuve, c'est plus simple puisqu'on va vous demander de nous donner votre auto-évaluation de la conformité de, votre, outil au RG2A qui est le règlement général d'amélioration de l'accessibilité. Donc on vous donne effectivement, le lien et là en gros, il y a un certain nombre de critères et on vous demande de vous auto-évaluer sur ces différents critères et puis finalement d'arriver à une espèce de score à la fin et il faut, que vous nous le communiquiez. Alors pour l'instant, il n'y a pas de seuil, on ne va pas vous dire: «Il faut être au-dessus de 80 ou et cetera», mais il faut que vous nous communiquiez parce que la démarche en elle-même de s'auto-évaluer par rapport à ce référentiel-là, ce règlement, elle va vous permettre de réaliser, de quelle manière vous pourriez éventuellement améliorer, sachant que ces outils numériques sont toujours vivants, ils font toujours, ils évoluent et donc on peut aller vers des améliorations. Donc ces 2 critères-là, donc intuitif et pour tous, c'est des critères de bienfaisance. Alors on peut aller à la suivante, sauf s'il y a des questions? Non. Donc le système doit permettre au professionnel médical d'évaluer la capacité de l'usager à consentir à l'acte de téléconsultation. Donc, ça en fait, l'idée c'est de sentir si, l'usager effectivement, il est en capacité de donner son consentement. Et là, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, à nouveau, tout document que vous pourriez nous permettre, de nous procurer, que ça soit des vidéos, des copies d'écran, qui permettent de prouver qu'au moment du recueil du consentement, il y a un processus qui a été mis en œuvre pour s'assurer, du fait que l'usager était en capacité de donner ce consentement, eh bien, c'est quelque chose qu'on est en capacité de recueillir. Donc après, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un travail qui a été fait sur, la proposition d'une grille de réflexion éthique, sur les, situations de téléconsultation et donc pour ça, justement, il y a eu des propositions qui ont été faites par le groupe de travail et du coup, l'idée là, c'était éventuellement de poser des questions, du style, «Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une téléconsultation? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de parler à travers un écran? Est-ce que vous avez déjà eu une consultation? Est-ce que ça s'était bien passé? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre consentement?» et voilà. Donc ces questions-là, en fait, c'est pas une case à cocher consentement oui, non. Ça serait un peu rudimentaire parce que là, on répond pas à la question: «Est-ce que vous êtes en capacité d'évaluer, si, l'usager est capable de consentir?» c'est juste en fait, d'informer qu'il consent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi de la bienfaisance. S'il y a des questions ou s'il y en a pas, on peut passer à la suite. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, parce que c'est vrai que si vous posez les questions tout à la fin, ça risque d'être compliqué de revenir, Non? mais n'hésitez pas en tout cas. Oui, madame Tayeb?
Oui, je me permets de poser une question du coup sur ce sujet. Vous disiez qu'une case à cocher finalement suffisait pas, mais dans quelle mesure finalement l'explication de tout ce que va engendrer finalement la téléconsultation justement au sein de cette case à cocher ne permet pas malgré tout d'expliquer, de s'assurer que si l'usager ensuite décide de consentir, finalement il y a une sorte de capacité à consentir à l'acte de téléconsultation. Je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, en tout cas, j'entends que... Ouais, je crois que j'ai compris. Je vais juste Ouais. redire avec mes mots, comme ça on est sûr. Ouais. En fait, ce que vous dites, c'est, quand même finalement, ça se termine par une case à cocher et voilà quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez essayé de dire. Alors moi, je suis d'accord avec vous, effectivement, la case à cocher, pour recueillir le consentement, je veux dire, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant et c'est Mmh. ça que, ce qu'on souhaite, c'est que, par ailleurs, au moment où il y a le recueil du consentement du patient, on s'interroge sur effectivement, c'est un consentement automatique ou si c'est un consentement, réfléchi et donc Éclairé. d'où le rappel de: «Attention, le professionnel, médical doit, s'assurer que ce consentement qui est recueilli par la case à cocher, ça correspond bien à, un consentement choisi par l'usager et du coup, les propositions de questions, et là, on est vraiment dans le subjectif, c'est-à-dire, en gros, est-ce que le professionnel médical, il voit que le consentement est un vrai consentement et pas enfin, c'est-à-dire que vous savez, le consentement, c'est loyal, éclairé, enfin, Tout il à y a fait. 4 propriétés, bah, c'est de se donner un peu, les moyens de les évaluer, quoi. Mmh. Ouais, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, il faut quand même qu'on soit en capacité de pouvoir, poser des questions subsidiaires avant ou en tout cas au moment du consentement, pour pouvoir Oui. s'assurer effectivement que c'est bien le cas. Mmh. Au-delà de juste, l'information de à quoi, finalement son consentement va servir et qu'est-ce qu'on attend de lui finalement en termes d'usager. Ouais. C'est là où c'est ça que je voulais un peu clarifier parce que nous, effectivement, j'entends bien qu'il faut que le médecin soit en capacité d'évaluer ça aussi a posteriori, mais finalement, je pense que c'est pareil pour toutes les sociétés de téléconsultation. On est dans de l'insynchronicité entre le moment où le patient décide de faire sa téléconsultation, au sens de la créer, et l'interaction qui a lieu ensuite avec le médecin. Et donc, c'est peut-être ça où se pose un peu la question de dans quelle mesure on a besoin de rajouter des informations qui sont En fait directement à destination de l'usager. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui. Alors en fait, là, l'interrogation, elle se pose pour le professionnel médical. C'est-à-dire, en fait, est-ce que, vous vous êtes donné, les moyens d'évaluer, la capacité de l'usager à consentir? Et donc en gros, l'usager, on va recueillir son consentement, mais ce qu'on Mmh. demande, c'est plutôt du côté, enfin, interface, on va dire, professionnel médical. C'est est-ce D'accord. que, vous vous êtes donné les moyens d'évaluer sa capacité à consentir? Et D'accord. donc c'est pour ça qu'on fait des propositions. On dit par exemple, on pourrait avoir, en haut de l'écran, un petit rappel il faut s'assurer de la bonne compréhension de l'usager, sur, son consentement. Donc est-ce qu'il est en capacité vraiment d'évaluer, qui consent quoi? Et donc ça, c'est une perception plutôt professionnelle médicale. OK, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Hein, d'accord. Je On a Ouais. crois une qu'il y ques avait une autre question. Oui, Oui. on a une question de monsieur Lermite qui dit: «S'agit-il d'un consentement à demander pour chaque consultation?» Alors, le consentement à la téléconsultation? Je pense, oui, oui, oui. Ben, ça, c'est réglementaire. Je crois qu'avant toute téléconsultation, il y a effectivement un consentement à obtenir. Ça, c'est pas de Monsieur l'éthique. Lermite, hein, si vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas. Oui, bonjour. La question était plutôt orientée dans le sens où est-ce que, une fois que le patient a donné pour une fois son consentement, est-ce qu'il est nécessaire de lui redemander systématiquement pour chacune des prochaines téléconsultations? Oui. Alors, là, moi, je repasse la main à Emmanuel. Pour moi, chaque téléconsultation doit donner lieu à un consentement. Emmanuel? Tu es en mute. Oui, oui, moi j'ai la même interprétation, ouais. Mm. Très Ouais. bien, merci, c'est noté. Du coup, si vous en êtes d'accord, on continue? Alors, on peut passer à la suivante. Voilà, donc ça, c'est,
l'information sur le professionnel médical. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, oui, alors l'usager, il a une téléconsultation avec quelqu'un qu'il peut connaître ou qui peut ne pas connaître. Et donc là, en fait, par respect, finalement, de ses droits, c'est-à-dire, d'avoir, l'information sur la personne avec laquelle il va échanger, des données sensibles etc. Eh bien, en gros, on demande à ce que l'usager, lors de la téléconsultation, il puisse accéder à certaines informations qui concernent le professionnel médical. Donc sa civilité, le titre, nom, prénom, spécialité, son niveau de formation à la téléconsultation, et s'il a un exercice médical en présentiel, à ce moment-là, l'adresse de son cabinet. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est que, il a consenti, il est avec, un professionnel médical, eh ben, il puisse avoir accès à ces informations-là, pour éviter ce côté guichet anonyme où, finalement, on ne sait pas avec qui on va parler de sa pathologie et donc là, en gros, ben, voilà, on sait. Donc là, pour, les éléments de preuve, c'est, des copies d'écran, qui permettent, finalement de visualiser, ces informations, sur le professionnel, médical, et puis, après, savoir à quel moment on y a accès. Est-ce que c'est au moment de la prise de rendez-vous? Est-ce que c'est au moment où la téléconsultation, se débute? Ça, c'est au choix. Simplement respecter ce respect faire en sorte qu'il y ait une solution pour respecter le fait que l'usager, il a le droit de savoir avec qui il va avoir, la téléconsultation et notamment, ça c'était une demande des représentants des patients, le niveau de formation à la téléconsultation. Si c'est quelqu'un qui a été formé, si c'est quelqu'un qui, est, très, familier, enfin voilà, quelqu'un de débutant ou quelqu'un voilà. Ça, c'est quelque chose qui était, très demandé par les représentants des usagers. Il y a des questions, ou des réactions sur ce critère-là? Non? OK. Ah, Anne-Laure, oui? Je me permets à nouveau, pardon. Vous me dites si je prends trop de temps par rapport à la présentation. Mais sur ce point-là, au niveau de l'adresse du coup des praticiens qui seraient précisés du coup aussi auprès du patient, dans quelle mesure on a l'obligation, nous, de l'afficher si le praticien, vous disiez, est dans un cabinet libéral? En l'occurrence, c'est plutôt une activité qui va être en dehors de la société de téléconsultation. Dans quelle mesure on a intérêt finalement à faire, et on a le droit légalement d'afficher ces informations-là? C'est un peu ça que je questionne. C'est une bonne question. L'idée, c'est en fait quand même de savoir si, l'usager qui va avoir cette téléconsultation avec ce professionnel médical, il peut aller le voir aussi en présentiel. Donc c'est ça, l'intérêt de l'adresse. Après, peut-être que l'adresse du cabinet, c'est quelque chose de confidentiel, en tout cas de nominatif et peut-être qu'il faudrait, parce que vous avez vu qu'il y avait des critères de territorialité, peut-être mettre juste un code postal. Ça pourrait peut-être le faire. Ouais. La ville d'exercice peut suffire. Voilà, par exemple, oui, je suis assez d'accord. Effectivement, peut-être que l'adresse précise, c'est quelque chose de confidentiel qu'on n'a peut-être pas envie enfin, que le professionnel médical n'a pas envie d'afficher. Donc peut-être que là, en gros, au niveau des pièces, des éléments de preuve, on pourrait dire, pour, l'adresse du cabinet, la ville, ou le code postal, suffit. Peut-être qu'on peut faire ça. Mmh. Emmanuel? Oui. Oui. Oui, ça c'est une bonne remarque et Oui. typiquement là, c'est là ce genre de enfin là, ça montre l'utilité de ce qu'on est en train de faire quoi, c'est, de préciser les choses quand c'est nécessaire et je pense qu'il faudra on en parlait là avec Frédéric en off, il faut qu'on essaiera de faire une fac ou quelque chose, côté ANS là pour que tout ça soit documenté quoi, voilà. Mmh. OK. En tout cas, Ouais, moi, c'est je prends clair. les notes, hein, c'est bon. Ouais, sur OK. ce point, enfin, nous, c'est une question qu'on a eue justement un peu, à la lecture de cette Oui, exigence-là, avec très nos bien. C'est une très, nos très bonne personnes. suggestion. Une très, très bonne suggestion, merci beaucoup. Du Merci. coup, on peut passer à la suivante? Sauf s'il y a des questions, non? OK. Donc voilà, alors ça, c'est, en cas de réutilisation des données qui seraient issues, de la téléconsultation, le système doit mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir que les usagers ont été informés qu'il va y avoir une réutilisation de leurs données pour servir donc des finalités secondaires, de la finalité poursuivie, de l'identité du responsable de traitement et cetera et qu'ils ont bien compris
qu'il allait y avoir cette réutilisation et qu'ils y consentent. En fait, il y a trois niveaux là. Ils sont informés, ils ont bien compris et ils y consentent. Et là, pareil, en élément de preuve, c'est tout document qui pourrait décrire les mesures qui ont été mises en forme pour prouver que effectivement l'usager a été informé. Donc là, l'information, c'est en général assez facile. Qu'il a compris cette information, c'est en général un peu plus compliqué, et qu'il y a consenti, ça c'est aussi facile. Donc, enfin facile, il y a des solutions, je veux dire. Donc l'information, une copie d'écran où on voit effectivement qu'il est informé, la case à cocher parce qu'il a coché effectivement qu'il consentait. Est-ce qu'il a compris qu'il consentait à quelque chose de particulier en cochant la case? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça peut faire partie des choses que vous pourriez évaluer avec les groupes de travail si vous en organisez, au moment où vous évaluez que c'est facile à utiliser, accessible à tous, etc. Donc ça, c'est les trois temps relatifs à réutiliser des données qui seraient issues de la téléconsultation. Il faut informer l'usager, il faut s'assurer du fait qu'il s'est approprié cette information, c'est-à-dire il l'a bien comprise et que effectivement, il recueillir son consentement. Alors, on a une question de Madame Cazeneuve qui dit: est-ce qu'une interview de quelques patients peut suffire pour valider la compréhension? Oui, attention, faut pas que les patients, ça soit tous les mêmes. Toujours, c'est le côté un petit peu représentativité de la population d'usagers. Mais oui, puisque ça revient au groupe de travail ou au côté aller vers l'utilisateur et vérifier effectivement comment il comprend ça et s'il le comprend d'ailleurs. Donc, effectivement, ça peut suffire et ces quelques, usagers, il faut vraiment les choisir pour qu'il y ait, voilà, cette représentativité, de la population cible, des usagers et donc d'avoir, une parité homme-femme, âgés, jeunes et éventuellement, le niveau de littératie, voilà. Est-ce que c'est OK de votre côté? OK, bah, on peut suivre. Ah, monsieur l'ermite. Oui? Ouh là, moi j'entends pas du tout. Oui, on ne vous entend pas. Madame Guézenec. Oui, bonjour. En attendant que Tristan retrouve son micro, une petite question. Je me demandais, est-ce qu'on passe toutes les exigences ou c'est moi qui ai manqué quelque chose? J'avais une question sur éthique 09. Non, on passe pas toutes les exigences. Effectivement, on en a sélectionné quelques-unes. D'accord. On peut passer sur, éthique 09, il y a pas de sujet, allez-y. En fait, merci. J'avais une question. Nous n'enregistrons pas les téléconsultations. Elles ne font pas l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas-là, quelle est la preuve requise à déposer sur Convergence? Est-ce qu'une attestation sur l'honneur peut suffire? Ou voilà, qu'est-ce que vous attendez en termes C'est de ça. preuves Donc en gros, vous marquez que c'est non applicable et puis vous D'accord, dites effectivement, vous n'enregistrez pas, très bien. il y a pas d'enregistrement. OK. L'idée, c'est pas de piéger les gens parce qu'on a confiance, hein. C'est juste de vérifier qu'on passe bien par les mêmes cases, quoi. C'est tout. Non, bien sûr. Et on avait la même question sur éthique 17 et 18 sur l'IA. Ouais, c'est Voilà, pareil. tout c'est pareil. Ben, je vous Ouais, remercie pour cette oui, c'est précision. ça. OK. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a pas d'IA, quoi, c'est ça? On n'intègre pas d'IA et voilà pour Et les c'est exigences NA parce 17, que 17 et 10. ouais, ouais, c'est NA parce qu'il n'existe pas, vous n'avez pas d'IA dans votre SI. C'est ça. Et on voulait être bien certain du type de preuve à déposer. Donc, vous avez répondu À la déclaration. à ma question. Je vous remercie. Avec plaisir. Est-ce que monsieur l'ermite a réussi à trouver le moyen de nous parler? Est-ce que peut-être vous pouvez utiliser le chat si vous avez des problèmes de micro? Désolée, oui, c'est Alors, ça. oui. Avez-vous des exemples pour les finalités de Secondaire. oui?
Il y en a plein des finalités secondaires. Ça peut être l'amélioration du service, ça peut être la réutilisation pour faire de la recherche, ça peut être le fait de commercialiser certaines des données ou des résultats de l'analyse des données. Ça peut être l'utilisation pour faire des statistiques propres à l'éditeur. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est la réutilisation des données, hein. Après, les finalités, elles sont multiples et variées. Celle dont je viens vous parler, c'est en général les plus fréquentes, mais n'importe quel éditeur peut réutiliser les données pour d'autres finalités que celles que je viens d'énoncer, quoi. Et c'est pas forcément interdit, hein, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que, il faut, effectivement, dans les finalités secondaires, obtenir le consentement, quoi. Et d'ailleurs, on va peut-être y arriver avec la suivante. Donc, le système doit mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de distinguer les types de finalités secondaires, de manière à faire la différence entre, celles qui sont non essentielles et qui servent, l'intérêt général, par exemple, celles qui sont non essentielles et qui servent un intérêt particulier, de façon à ce que, au niveau du consentement à la réutilisation par l'usager, on n'est pas obligé de dire oui à tout ou non à tout. Donc c'est ce qu'on a, finalement, appelé, le consentement à la carte. Donc un usager peut très bien, être d'accord pour, je dis n'importe quoi, hein, la réutilisation, secondaire de ces données, par exemple anonymisées à des fins commerciales et pas pour la recherche, par exemple. Bon, c'est pas en général le sens qu'on observe, habituellement, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, il n'y a pas de finalité secondaire interdite dès lors qu'on obtient le consentement de l'usager à, ce traitement-là. Mais pour pouvoir, l'obtenir, il faut démêler toutes ces finalités secondaires de façon à permettre d'avoir un consentement pour certaines finalités secondaires et pas pour d'autres. Et donc ça peut être pour aucune, ça peut être pour toutes, le consentement pour aucune ou pour certaines d'entre elles. Mais du coup, il faut démêler un peu les choses. Ce qui est souvent, critiqué dans les CGU et les mentions légales, c'est qu'on est obligé finalement de consentir à tout ou rien et ça, c'est pas éthique parce qu'on peut être intéressé par certaines choses, certains bénéfices que procure la solution numérique, mais on n'est pas envie d'aller jusqu'à, certaines autres choses et du coup démêler les consentements, les périmètres des consentements, c'est ce qui va faire que, en gros, des gens vont consentir. Parce qu'en général, quand on doit, consentir à tout, en général, on consent à rien et on va regarder, là où on est plus à l'aise avec un autre outil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la redondance des outils fait que, il y a le choix pour les usagers et du coup, il faut leur donner, le confort du choix, et si ils se sentent un peu obligés, à dire oui à tout ou non, à tout, souvent ils disent non à tout et ils cherchent une autre solution. Par exemple, là sur les cookies, je fais l'analogie avec les cookies parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît très bien donc voilà. Au début, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cookies, en gros, on pouvait, les valider, enfin donner son consentement, à l'utilisation des cookies et puis ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, on s'est aperçu après que c'était pas suffisant. Donc du coup, il y a eu, finalement à côté de accepter tout, il y a eu refuser tout. Et puis après, là maintenant, il y a accepter tout, refuser tout ou paramétrer. Et à ce moment-là, on peut choisir son paramétrage. Et là, moi j'étais bien à l'aise avec ça et là maintenant, il y a encore des trucs qui apparaissent, mais du coup qui inversent la tendance du bénéfice puisque en gros, maintenant, il y a quand même des sites, on va dire, ou des applications où on est obligé de valider les cookies, ou alors, on paye ou alors, on s'abonne à une newsletter. Vous m'entendez? C'est bizarre aussi? Monsieur Lermis, là par contre, si vous pouviez Hein? couper votre micro, oui, merci. C'est bizarre, ouais. OK, voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des finalités secondaires. Les finalités secondaires, a priori, sont non essentielles, en fait. Sinon, elles sont primaires. Et dans les finalités secondaires, donc non essentielles, il y en a plusieurs et là, en gros,
bah, par éthique, on donne les moyens de consentir à certaines et peut-être pas à d'autres. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le consentement à la carte. Et donc là, en gros, ben voilà, il faut tout ce que vous pouvez nous produire pour prouver qu'effectivement, il y a eu cette information sur les finalités, les différentes finalités secondaires et bah, le fait qu'on n'était pas obligé de cocher pour tout ou pour rien et qu'on avait, la possibilité de faire ce consentement à la carte. Est-ce que c'est OK pour vous? OK. Alors sinon, ben, je propose de continuer. Est-ce que tu veux, Frédéric, présenter ces exigences-là? Oui, oui, oui. Celles de l'IA justement? Ouais, tout à fait. Donc, 2 exigences de critères sur l'intelligence artificielle. Donc, le premier qui dit donc si le système intègre une intelligence artificielle, donc que ce soit pour l'aide à la décision du professionnel médical ou un chatbot interagissant avec l'usager, alors le système doit informer les utilisateurs, professionnels médicaux ou usagers, qu'ils interagissent avec une solution d'IA, s'assurer de leur bonne compréhension et recueillir leur consentement. Donc, par rapport à ce critère-là, ce qui est attendu, justement, c'est des copies écran des interfaces où l'utilisateur, qui montre que l'utilisateur est bien informé, donc il interagit avec une solution d'IA. Donc voilà, donc c'est vraiment une question de transparence, d'information de l'utilisateur, qu'il est en face justement d'une IA qui propose ou qui accompagne, qui aide le professionnel médical dans sa décision qui lui sera communiquée donc via la solution. Dans le même esprit, peut-être, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si donc deuxième critère, c'est si le système met en œuvre un traitement algorithmique des données issues de la téléconsultation intégrant une intelligence artificielle, alors le système doit documenter et rendre consultable par tous le niveau de performance et les biais algorithmiques de la solution d'IA. Donc il faut documenter, donc mettre à disposition des utilisateurs donc les différents biais éventuels, différentes limites finalement de l'utilisation de l'IA. Donc toujours pour la même question de souci de transparence. Donc ce qui est attendu, donc c'est des copies d'écran, également d'interface, où le niveau de performance et les biais algorithmiques sont publiés. Donc c'est communication, transparence des différents éléments. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 2 critères, qui, évoquent l'IA? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont effectivement, des systèmes d'IA, intégrés à leur SI de téléconsultation? OK. Donc ça veut dire qu'en gros, pour l'instant, c'est des critères qui sont un peu en avance de phase, puisque finalement, le cas de figure ne se présente pas, en tout cas, pour ce qui est des gens qui assistent au webinaire, quoi. Et donc potentiellement non applicable, du coup, Ouais. si on revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Très bien. Les critères suivants, donc là, c'est par rapport à des critères liés à l'autonomie. Je continue, Brigitte, toi comme tu veux. Si tu veux, ouais, vas-y, ouais. Donc là, c'est un critère autour de l'information patient. Donc critère qui dit donc le système doit mettre à disposition de l'usager un dispositif d'accompagnement à la prise en main du système. Par exemple, une mise à disposition d'un accompagnement terrain pour formation pratique, mise à disposition de guides, de supports utilisateurs, de pas à pas, d'aide en ligne, on en parlait tout à l'heure de foire aux questions, etc. En gros, tout élément qui permet de faciliter la prise en main de la solution. Donc, en pièce justificative, donc c'est des vidéos, c'est des copies d'écran, des IHM, à destination d'usagers, montrant comment il peut accéder aux ressources suivantes, donc les guides de prise en main d'une téléconsultation, des supports utilisateurs, enfin, les différents éléments que je viens de vous citer. Deuxième point autour de ce principe d'autonomie, donc c'est un critère autour de la réidentification.
Donc, si les données recueillies au cours de la téléconsultation sont traitées pour servir une finalité secondaire, alors les données doivent être traitées de façon à ne pas permettre la réidentification directe des patients. Donc effectivement, bon là on est plus en lien notamment avec des critères liés à la RGPD, à savoir on a ce principe d'anonymisation qui du coup exclut l'application du RGPD et le principe de pseudonymisation qui par contre lui est totalement concerné. Donc on attend pour répondre à ce critère-là donc votre méthode, la méthode que vous utilisez justement, et avec une description assez précise pour qu'on puisse bien avoir une idée assez précise de comment vous assurez qu'il n'y ait pas de réidentification possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux critères? Madame Tayeb. Oui, merci. Sur la partie, finalement méthode qu'on utilise, pour anonymiser ou pseudonymiser, les données, est-ce qu'il y a des attendus particuliers de votre part qui font que ça va être conforme ou non? Ou est-ce que juste le fait de décrire notre système actuel suffit dans la mesure où il y a une anonymisation, une pseudonymisation des données? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je vois ce que vous voulez dire. En fait, le système, votre système, et ben, il va falloir prouver qu'effectivement il anonymise et qu'il pseudonymise, quoi. En fait, la CNIL, elle publie, un certain nombre de solutions d'anonymisation, et c'est sûr que quand, on tombe sur, les solutions qui sont listées par la CNIL, bah, ça nous rassure, quoi. Bah, il faudrait voir. Moi, j'ai envie de dire que si vous dites: «Bah, nous, on a développé un système, d'anonymisation ou de pseudonymisation», bah, il faudrait que vous puissiez sans doute, nous donner la performance ou des éléments, qui nous permettent d'être confiants, sur le fait que, bah, oui, en fait, le produit, que vous avez développé, est bien à la hauteur des attentes en termes d'anonymisation et de pseudonymisation, quoi. Donc en gros, c'est de nous dire, ben voilà, vous avez, anonymisé et donc, je sais pas, un certain nombre de un échantillon, et puis en gros, vous qualifiez l'anonymisation, la qualité de l'anonymisation sur cet échantillon ou la qualité de la pseudonymisation. Mais en gros, probablement, hein, que dire que vous avez un outil qui vous est propre, c'est pas sûr que, ça suffise, quoi. Oui, oui, non, Après décrire notre méthode, c'est ce que j'entends. Je comprends bien qu'il fallait qu'on décrive la méthode qu'on utilise pour ouais, pouvoir, ouais, répondre à cela. Mais c'était oui. plutôt, est-ce que vous aviez une exigence particulière effectivement, vers laquelle il fallait tendre ou c'était plutôt, bah, à la discrétion de ce qu'on va vous partager, voir si ça convient ou pas, en termes d'exigence? C'est ça ce que j'entends du coup plutôt Ouais, comme alors comme moi, trajectoire? personnellement, c'est sûr que si vous tombez sur on est très à l'aise avec le fait que vous utilisiez des logiciels d'anonymisation qui sont listés dans la liste, de la CNIL. Là, ça, on est super à l'aise. Maintenant, si c'est un outil qui vous est propre, faut nous dire que c'est un outil propre. Moi, plutôt que de nous décrire la méthode, plutôt de nous donner sa performance. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes donné les moyens de challenger cet outil propre et de voir si effectivement, quand vous anonymisez, bah, c'est anonymisé ou est-ce qu'il y a moyen quand même de réidentifier? Et quand vous pseudonymisez, quelle est la difficulté à la réidentification? Puisque la pseudonymisation, c'est indirectement, réidentifiable. Donc voilà, en gros, OK pour l'outil propre, à condition qu'effectivement, vous soyez, en capacité de nous prouver, de nous indiquer la performance de l'outil et D'accord. donc de nous prouver qu'effectivement, vous êtes à la hauteur de l'anonymisation ou de la pseudonymisation. OK, c'est clair, merci. Peut-être là, précisément sur ce cas-là, comme il reste une marge d'interprétation, si, alors je ne sais pas à qui, mais vous faites un message expliquant la méthode que vous avez appliquée actuellement, ça sera une façon déjà d'avoir une indication sur est-ce qu'il faut que vous migriez vers une méthode de pseudonymisation qui est celle publiée par la CNIL, par exemple, ou est-ce que celle que vous avez déjà actuellement est suffisante, quoi? Vous voyez, comme vous l'avez déjà, votre méthode, si vous la décrivez, on pourra vous répondre assez tôt, quoi, plutôt que pareil, mi-juin, je caricature, mais voilà.
Oui, d'ailleurs, du coup, on peut soumettre d'ores et déjà des sections partiellement, Voilà, sans pour oui. autant attendre Jean, ce qui n'était pas le cas. Ok, très bien, merci. Ok, donc la suivante peut-être, Frédéric? Oui. Et alors, justice. Donc, le système doit être accessible en faible débit et à partir de tout produit plateforme. Ah, une question de Colline. Peut-être on va poser, Oui, prendre la bonjour, question. pardon, je reviens juste sur ce qu'on disait juste avant. Ça veut dire qu'on peut soumettre une section pour relecture de votre part, même si on n'a pas l'ensemble des preuves fournies? Ça, Moi, je j'aurais envie de laisse dire oui. je laisse l'ANS répondre. En soi, je dirais oui aussi, oui, parce Ouais, que moi aussi, c'est le j'aurais cas. envie de dire Oui, oui. oui, tout à fait. Parce que c'était pas le fonctionnement sur le lot 1 et le lot 2 jusque-là. Donc, et C'est comment ça juste. marche techniquement? On n'a pas besoin de mettre, par exemple, un document qui dit que la preuve est en cours de traitement. On peut soumettre partiellement, du coup. Je ne suis pas allée sur Convergence récemment, donc peut-être que c'est déjà le cas, mais juste pour comprendre. Bah, il me semble que oui. Alors, je l'ai plus en tête là. J'ai pas vu Bon, on dernièrement, confirmera, mais il me Frédéric. semble que D'accord. oui. Hein. Oui, On oui. regarderait. Ok, très bien. Au pire, sinon, ça peut être juste sur un mail sur ce cas-là, s'il y a besoin. Mm. D'accord, ok, très bien. Merci. Moi, personnellement, je pense qu'il faut, plutôt que d'attendre et de livrer tout en Oui, vrac c'est ça. le 29, déjà nous donner des choses, qu'on puisse avoir des interactions, vous réorienter, vous dire ça c'est OK, ça il faut. Voilà, et un processus comme ça incrémental me permettra, me paraît plus gagnant par rapport à une deadline que essayer de faire super bien jusqu'au bout, puis hop, finir la veille Oui, de tout la. à fait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je demande parce que ça n'a pas été le cas par le passé. On nous demandait Ah ouais? systématiquement de Mais fournir l'ensemble des preuves avant de soumettre la section. non. Mais je suis d'accord avec la logique, c'est bien plus efficace comme ça. Ouais. Oui, enfin, voilà. Après, moi, je pense, Frédéric, que, bah, faudra que l'ANS s'organise, mais c'est quand même, plus efficace, quoi. Donc Ouais, tout à fait. ça mérite de s'organiser pour le permettre, quoi. OK. OK. C'est noté. Donc du coup, on peut passer à la suivante parce que je pense qu'on était déjà à la suivante. Ouais, on parlait de justice. Donc là, en gros, bah, l'idée, c'est de faire en sorte que, bah, le système, il soit utilisable de la même manière par tous, de pas exclure des gens. Et donc là, il faut penser à ceux qui ont, une couverture qui est pas à la hauteur. Donc le système doit pouvoir être accessible en faible débit, à des matériels qui sont pas non plus forcément à la hauteur. Donc il faut qu'il y ait, effectivement, des matériels, qui soit alors pas complètement, caduc, obsolète, et donc le critère, d'acceptabilité du matériel, c'est qu'en fait, le matériel, il fasse l'objet d'un support par son fabricant ou son fournisseur, c'est-à-dire donc jusqu'à la date de fin de support, ben, on estime que ça doit marcher sur ce matériel, tout en étant conforme bien sûr à des exigences de sécurité, voilà. Du coup, donc, le système, il doit être utilisable en faible débit sur des matériels qui ne sont pas forcément de la dernière génération, mais qui sont en capacité de garantir la confidentialité des échanges en conformité avec tout ce qui était exigence de sécurité. Donc là, en gros, bah, il faut essayer de se donner moyen de faire la téléconsultation en mode dégradé et vérifier qu'effectivement ça fonctionne avec voilà, des activations du mode 3G pour des applications mobiles, etc. Voilà. Est-ce que c'est clair? OK. Donc sinon, je pense qu'on a. Oui? Il y Non, en pardon, a. j'allais dire oui. Je savais pas si. Enfin, moi, j'avais des questions sur des critères en amont par rapport à celui sur lequel vous êtes. Je sais pas si on fera une repasse à la fin des critères que vous n'avez pas Alors, listés. je vais voir. Je pense que là, on est arrivé à la fin. Frédéric, la suivante, c'est laquelle? Il en Ah oui, alors reste si, 2. la Ouais. territorialité. Ah oui, Alors la oui. territorialité, si vous en êtes d'accord, je pense que ça a été très, très, très commenté, discuté. On. Ah oui, ça, je Ah crois. bon, ça fait rire? Non, ça fait un sourire. Pas rire, mais sourire. Ah Oui, non, oui, mais j'ai non, je pense entendu que ça des a déjà éclats de été rire. travaillé. Ouais. OK, donc je pense qu'on peut passer rapidement.
sur cela. Donc, on vous les avait remis, mais par acquis de conscience, on va dire. Donc là, on peut y aller, là, c'est bon. Et le dernier, c'était celui de l'éco-score, puisque donc là, ce qu'on souhaite, c'est que les SI téléconsultations puissent être évalués en termes d'impact environnemental avec un éco-score qui vous a été mis à disposition. Et là, la pièce justificative, c'est de fournir l'éco-score et le script qui a été utilisé pour le calculer. C'était la dernière des exigences qu'on avait prévu de regarder avec vous. Maintenant, s'il y a des participants qui estiment qu'il y avait des exigences pour eux qui posaient problème et qu'on n'a pas passé dans le détail, là, je vous laisse la parole et puis vous nous les racontez, ces exigences qui vous posent problème. Du coup, Madame Taïeb, je crois que vous aviez quelque chose à dire. Oui, oui, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres choses sur l'éco-score avant ou sur les autres que vous avez listés. Après, nous, on va rentrer dans le détail de l'éco-score, comment on le calcule. D'accord. Ok, parfait. Oui, j'avais juste des questions sur l'éthique 33 et 34 qui sont liées plutôt au cycle de vie en ayant une démarche globale de développement durable et à l'impact, finalement, les pratiques qu'on mettait en place pour réduire l'impact environnemental du service. La description des preuves est assez succincte et du coup, on se pose un peu la question de, finalement, qu'est-ce que vous attendez précisément? Est-ce que c'est dans notre démarche éco-responsable, est-ce que c'est en amont dans notre processus de conception? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est justifié déjà d'une démarche initiale? On avait un petit peu de mal à comprendre Alors, ces critères. Frédéric, est-ce qu'on peut faire un shift pour afficher l'exigence 33 et 34 et en même temps, je commence à vous répondre. Là, en gros, ce qu'on veut, nous, c'est que vous soyez en capacité de nous prouver l'engagement de la société dans la préoccupation de l'impact environnemental du numérique et donc des processus de téléconsultation, même s'il commence à y avoir des travaux qui mettent en avant le fait que même si l'impact environnemental du SI téléconsultation était ce qu'il était, l'économie d'impact environnemental liée au fait de ne pas se déplacer arrivait presque à contrebalancer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si on veut aller dans le détail sur les exigences 33 et 34, nous, on reste dans l'absolu, si vous voulez. On sait que on a la chance du fait que malgré l'impact du numérique, on a aussi un bénéfice du déplacement. On veut quand même que le développement du SI de téléconsultation soit pensé pour ne pas impacter ou impacter à minima au niveau de la façon dont il a été développé et de la façon dont il a été utilisé. Est-ce que Frédéric, tu as réussi à trouver les exigences 33 et 34 pour nous afficher? Ouais. Mais par contre, comme je partage le support, c'est le support de webinaire et c'est un peu compliqué de partager. Ça va peut-être marcher là. Ah, Je ne sais pas si ça s'affiche. Non, ça n'a pas l'air de s'afficher. Est-ce que je les ai sous les yeux? Toi, tu peux partager ton écran, Emmanuel? Normalement, oui. Oui, Ouais. voilà. C'était peut-être parfait, merci. Voilà. Donc, fournir tout élément de nature à démontrer l'engagement de l'éditeur dans une démarche de développement durable. Voilà. Donc là, en gros, c'est des exemples. C'est pas un et, c'est un ou. Donc, soit vous avez fait une démarche d'évaluation et vous avez obtenu un écolabel par des organismes indépendants, soit vous avez fait une auto-évaluation avec des scores que la DINUM met à disposition ou que greenIT.fr met à disposition, voilà. Soit vous avez effectivement un rapport annuel RSE dans lequel vous décrivez un petit peu toutes les activités que vous avez eues sur ce sujet. Donc en gros, soit vous avez un pourcentage de salariés qui sont formés à l'éco-conception, et ça, vous pouvez aussi nous l'indiquer. Donc là, en gros, c'est juste, vous êtes conscient de l'impact environnemental du numérique en santé et vous vous inscrivez dans une démarche de le réduire. D'accord. Ok. Et la 34, Emmanuel? oui. Elle va un peu de pair avec Oui, la c'est 33. La un peu similaire. 34.
Oui, mais c'est pareil. Voilà. Voilà. Donc c'est pareil. Mais j'ai l'impression que la 33, c'est plutôt au niveau de la société au La sens large, société, oui. alors que la 34, c'est plutôt au niveau du logiciel en tant que tel, non, Façon c'est dont ça? on développe le produit. Oui. D'accord. Et donc ça, on n'a pas forcément besoin de distinguer les démarches ou il faut quand même qu'il y ait une distinction? Aller le plus loin possible dans la caractérisation de la preuve. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, moi j'avais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Louise. Oui. Allez. Donc j'avais une question au niveau des finalités secondaires. Nous, en Ouais. réalité, on en a deux. Donc, on réutilisait les données à des fins de recherche médicale et également de constitution d'un entrepôt de données de santé. Ouais. En fait, c'est vraiment hyper important pour nous d'avoir le consentement des utilisateurs à la création de l'entrepôt de données de santé parce que c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la prise en charge des pathologies et de mener des études voilà, sur des données qui sont pseudonymisées, pas anonymisées. Et donc, on se demandait en fait quelle était la meilleure manière pour nous d'obtenir le consentement, même si on comprend bien que c'est un consentement explicite, mais est-ce qu'en réalité, on peut caractériser ça de finalité secondaire? Bah oui. Bah oui. Oui, oui, c'est une finalité secondaire. Il y en a 2 en fait, hein. Il y a 2 traitements là. Il y a le Ouais. stockage, donc l'entrepôt, et le traitement, donc l'analyse des données qui ont été entreposées. Donc en fait, enfin, la PHP a fait ça. En gros, ils ont obtenu de la CNIL, une autorisation, générique, recherche, et donc ça permet, d'avoir la non-opposition. C'est-à-dire qu'eux, ils informent simplement. Si vous, vous avez l'autorisation de la CNIL, vous allez pouvoir informer. Si vous n'avez pas l'autorisation de la CNIL, à ce moment-là, c'est le consentement, au stockage et au Ok, traitement. ok, très clair. Voilà. Merci. Sachant Ouais, et c'est deux consentements distincts, sachant que, en fait, je vois pas comment on peut traiter si on n'a pas, stocké, mais oui, Mhm. Ok, voilà, merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, moi Si, j'avais une dernière question sur vas-y. l'éthique 29. 29. Je crois qu'on l'a pas passé. Donc, Non. le scénario, c'est: le système doit être développé en responsive web design, permettant une adaptation automatique de l'affichage à la taille de l'écran, etc. Euh, Juste pour bien comprendre, on parle des patients ou également des praticiens? Je demande parce que nous, dans le cadre de l'activité et pour assurer une bonne prise en charge du patient, on impose un certain type de matériel, notamment en termes de taille d'écran, pour être sûr que le médecin puisse bien voir le patient, etc. Mmh. Donc, est-ce que ça convient comme ça ou est-ce qu'il faut justifier un peu nos critères? Moi, j'ai envie de dire que le responsive web design, c'est pour, les 2 bouts, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si le patient, il fait sa téléconsultation avec son téléphone, clairement, il va être moins visible que s'il est sur un grand écran, mais si c'est son choix et que c'est acceptable pour le professionnel médical, c'est beaucoup, et de l'autre côté, c'est un peu pareil, quoi. Donc pour moi, c'est les 2 côtés. Mais de notre côté, on considère qu'un médecin, il peut pas bien faire son travail s'il est sur son smartphone, heu, Très parce bien, qu'il doit prendre des notes, il doit voilà, très c'est en tout bien. cas, nous, on l'accepte pas dans notre Ah, charte, on va dire, de travail. alors à ce moment-là, vous, il vous reste, le patient. Oui, Parce que d'accord. voilà. Donc vous pouvez dire, on n'a pas besoin du responsive web design du côté, professionnel médical, parce que dans la charte de la société, en gros, il faut avoir un grand écran pour voir le Ouais. patient, et de l'autre côté, le patient, Oui, là, le patient, il peut évidemment tout à fait faire ça depuis il son peut téléphone. choisir, Mmh. d'abord parce qu'il a pas d'écran et qu'il a un téléphone, ou parce que, voilà, quoi. OK, très clair. Merci beaucoup. Alors du coup, si vous en êtes d'accord, on va passer à la suite et on va essayer de démystifier un peu l'éco-score. Alors donc l'éco-score, faut savoir que c'est un une un calcul qui va permettre d'évaluer, la performance écologique de l'utilisation d'une solution numérique. Donc en fait, c'est pas la fabrication, c'est vraiment
au moment où on commence à utiliser jusqu'à la fin qu'on utilise, finalement, ça a coûté quoi pour la planète? Donc c'est une mesure de performance, écologique. Ça a été, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? Voilà, c'est, une mesure de performance écologique. Ça a été développé initialement, pour les applis de santé puisque en fait, c'était, un des critères, éthiques, du dossier de référencement, au catalogue de services de mon espace santé. Donc ça a été donc développé initialement pour des applis et ça a été mis à disposition gratuitement, des éditeurs, qui ont pu comme ça évaluer leur impact environnemental. Ce calcul d'EcoScore, il s'appuie sur 3 grandeurs, qui sont mesurées pour un scénario qui décrivait l'utilisation de l'application. Donc en fait, on voit, l'interface, résultante avec, l'EcoScore et puis les 3 mesures. Alors si on va à la suivante, comment est-ce que ça marche? Donc on définit un scénario d'utilisation et on joue ce scénario, sur un banc de mesures qui, correspondent à des terminaux physiques, qui, fonctionnent en conditions réelles et maîtrisées, de façon à ce que la mesure, elle soit reproductible et au plus proche de la réalité. Et ces mesures, c'est quoi en fait? C'est trois mesures. La performance, ça va être finalement le délai de réponse entre les différentes étapes du scénario. Il y a l'énergie consommée, ça va être, l'équivalent, de, l'utilisation, de la batterie. Et puis, la dernière, c'est les données transférées, c'est-à-dire en fait, c'est la volumétrie des échanges de données à chacune des étapes. Donc, scénario égale un ensemble d'étapes et à chacune de ces étapes qu'on va jouer donc sur ce banc de mesure, on va mesurer performance, énergie consommée et volumétrie des données échangées. Et ça va nous donner pour chaque étape ces 3 grandeurs, donc un éco-score par étape et puis la moyenne normée, ça va être l'éco-score de l'utilisation. On ne fait pas que donner l'éco-score, on ne fait pas que calculer l'éco-score, on a aussi, le calcul, en parallèle de l'éco-score des grandeurs classiques de l'impact environnemental, qui sont donc, l'impact CO2, l'impact en termes de surface de terre utilisée et l'impact en termes d'eau pure utilisée. Voilà. Donc d'une part, on va avoir un éco-score avec ces 3 mesures et d'autre part, on va avoir les indicateurs d'empreinte environnementale, CO2, surface de terre et eau. Si on va à la suivante, donc, il y a 70 éco-scores qui ont été calculés depuis mai 2022. C'est exigé, donc je l'ai dit, pour le référencement dans le catalogue de services de mon espace santé. C'est exigé aussi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une exigence, du référentiel de l'éthique des téléconsultations. Donc c'est exigé aussi pour l'agrément des solutions de téléconsultation. Donc là, en fait, vous avez l'interface, du portail EcoScore, sur la droite et sur la gauche, vous avez en fait la distribution de la performance sur les étapes du scénario, la distribution de l'énergie sur les étapes du scénario et la distribution des données transférées sur les étapes du scénario. Et en fait, ça permet de localiser les étapes qui sont gourmandes, soit, au niveau de la performance, soit au niveau de l'énergie, soit au niveau des données transférées. Et c'est des étapes qui sont prioritaires pour, l'amélioration. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, nous, on avait, une page d'accueil EcoScore qui n'était pas du tout celle que vous voyez. On a calculé l'EcoScore du service EcoScore et on a vu que la page d'accueil était très gourmande, donc on a changé la page d'accueil. On est passé en picto, là où on avait des photos. On est passé en dark mode, là où on avait un écran blanc. Donc pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que pour la téléconsultation, c'est pareil, donc on va aller à la suivante. Donc on a, élargi le calcul de l'éco-score à l'éco-score des téléconsultations. Donc quand vous arrivez sur la page, bah, vous avez ces 2 options, application de santé, téléconsultation et quand vous cliquez sur téléconsultation, en fait, vous allez avoir deux interfaces différentes et on va vous demander d'élaborer un scénario pour la partie usager, un scénario pour la partie professionnelle médicale. Et donc avec des étapes, bah, voilà, le consentement et cetera. Donc ça, c'est des étapes du scénario, et puis en fait, on va avoir 2 parcours qu'on va synchroniser au moment de la téléconsultation. Donc qu'est-ce qui va se passer finalement? Bah, on va avoir 2 éco-scores. Un éco-score pour la partie scénario usager,
un éco-score pour la partie scénario professionnel médical qu'on va synchroniser et finalement, on va avoir, l'application patient et l'application professionnelle, médicale, avec, la performance, l'énergie, les données, échangées, le CO2, l'eau et puis la terre et puis on fait la moyenne de ça pour avoir, l'éco-score de la téléconsultation. Je crois que voilà. Tout ça pour dire que pour les 2 scénarios, vous avez aussi le moyen, par exemple là pour le scénario patient, on a le moyen d'avoir la distribution, par exemple là pour la performance, en termes d'étapes et de la même manière pour le scénario professionnel médical, on a aussi la distribution et ça va vous permettre éventuellement, si vous le souhaitez, c'est quand même aussi ça, hein, l'utilité de tout ça, c'est aussi de vous mettre en avant, des étapes du scénario, que ce soit usager ou que ce soit professionnel médical, qui pourraient mériter d'être améliorées de façon à améliorer l'éco-score. Et donc à la fin, vous avez un éco-score, il est publié, puisque vous avez vu sur la page, du service éco-score, on publie tous les scénarios, pardon, excusez-moi, on publie tous les éco-scores, mais par contre, on les publie, c'est des données qui sont publiques, accessibles à tout le monde, ce qui permet éventuellement de choisir, la société de téléconsultation qui a un impact, moindre, quand on est un usager ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est public et l'idée c'est, pour l'instant de ne pas avoir de seuil, mais finalement de rendre publique l'information pour essayer de donner l'envie d'améliorer, de façon à améliorer son éco-score. Je crois que c'est fini, en termes de support. Bien sûr, là, on peut, discuter, si vous avez des questions maintenant, si vous les avez plus tard, n'hésitez pas à nous les transmettre et là, on est à votre disposition pour, répondre. Moi, j'avais peut-être juste un point, un complément d'information parce que j'ai une personne, de l'équipe de vérification, chez nous au sein de l'ANS qui voulait apporter des informations, des compléments d'information par rapport au dépôt des pièces. Lindsay, si tu Oui. veux, oui, je te laisse la Oui. parole. Vous m'entendez bien? Bonjour Oui. à tous. Oui, donc Lindsay Romain, je suis à la ANS et je fais partie de l'équipe référencement et certification. Donc, effectivement, j'ai bien pris connaissance de votre demande. Effectivement, avant, on ne pouvait pas déposer les preuves au fur et à mesure, mais plus tout d'un coup. Donc, on a bien entendu et on reviendra vers vous pour vous confirmer que vous pourrez faire cette procédure-là pour le prochain dépôt, sur notamment l'éthique. Après, ce qu'il faut comprendre, effectivement, il y a un peu moins de 30 preuves sur l'éthique. Donc, essayer, effectivement, si on part sur sur ce déroulement-là, il faudrait essayer de ne pas en déposer une ou deux, essayer de les grouper un peu plus par dizaines éventuellement. Mais là, effectivement, on reviendra vers vous sur ce point-là. Merci. Merci, Lindsay. Merci. Oui et puis, peut-être, seconde information, ce que je vous disais en introduction, il y aura un webinaire qui va suivre, dans pas très longtemps. Il faut qu'on cale la date pour, plus spécifiquement sur la méthode de calcul, de l'éco-score, hein. Donc, parce qu'il y a des questions d'un script, donc là, avec un profil justement peut-être un petit peu plus technique, qui puisse être à même de faire cette opération-là. Donc ce sera notamment un webinaire peut-être un peu plus interactif dans le sens où un peu sous forme questions-réponses. Et voilà. Donc en tout cas, on reviendra vers vous, bien évidemment, avec le détail de l'organisation, de ce qui sera abordé. Mais sachez en tout cas que c'est prévu, hein. Donc voilà. Et peut-être aussi dire que comme je l'ai un petit peu dit rapidement, au début, il y a 2 pilotes, donc 2 bêta-testeurs qui ont testé donc pour vous, l'éco-score de la téléconsultation. D'ailleurs, leurs éco-scores sont publiés sur le site, du service éco-score. Et donc, c'est avec eux qu'on a construit un peu la méthode pour voir, ce qui était possible, facilement réalisable et finalement, voilà, c'est cette méthode qui a été construite, et testée, par ces 2 éditeurs.
qui a été donc stabilisée et qui est celle qui vous sera présentée lors de ce webinaire, sachant que de toute manière, indépendamment du webinaire, l'idée c'est d'aller vers des séances d'onboarding où on explique là du coup la méthode de façon très pratique, hein. Comment est-ce que on construit un scénario? Comment est-ce que on va coder entre guillemets le script du scénario? Comment est-ce que on lance un certain nombre de mesures qui vont tester si vraiment la chaîne de traitement va bugger et qui va mettre en avant peut-être quelques erreurs. Et puis, une fois que ça tourne complètement, le calcul va vous donner l'éco-score en résultat, quoi. Donc, en gros, peut-être aller plus loin avec le webinaire, mais sachant que ça n'empêche pas des travaux pratiques de réalisation où vous êtes accompagné. Comme l'a dit Frédéric, je voudrais quand même rebondir sur le fait que c'est vrai que c'est mieux d'avoir des profils un peu techniques, même si en gros on n'est pas en train de coder des trucs très compliqués. Et puis on est surtout très accompagné par une interface qui vous donne des propositions de code à adapter finalement à votre script. J'ai Je vu vois qu'il y qu'on a avait une question. Oui, on a une question de Madame Alanick Willy. Est-ce qu'on doit refaire l'éco-score si on l'a déjà fait pour le référencement MES? Ben non. Je ne sais pas. C'est une colle, mais alors là, j'aurais envie de vous dire non parce que c'était un enfin, c'était un éco-score d'une appli. Par contre, pour la téléconsultation, probablement qu'il va quand même le falloir parce que vous allez avoir peut-être qu'un scénario, il n'y aura pas cette conjugaison du parcours usager et du parcours professionnel médical. Donc, moi j'ai envie de dire peut-être qu'il faudra quand même le recalculer, mais que vous avez déjà la moitié qui est faite. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Oui, ok, merci. C'est quelle application? Medavis, ok, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, Claudine. dernière question de mon côté. On n'a pas évoqué a priori la partie téléconsultation accompagnée. J'avais cru comprendre au travers de discussions que c'était encore en cours de, on va dire, retravail les exigences finales. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elles seront publiées et enfin, quelle part de changement il faut attendre par rapport à ce qui avait été mis dans le dernier cahier des charges? Oui, c'est une très bonne question, merci. Du coup, est-ce que Emmanuel Clout est encore là ou est-ce qu'il est parti? Non, il a dû s'absenter. D'ailleurs, il n'a pas pu vous dire au D'accord. revoir, donc, mais il le pensait, hein. Il m'a écrit. Oui. Donc, mais il Alors n'est plus là. oui, alors oui, en fait, on est en train de retravailler effectivement les exigences pour faire en sorte que, on puisse couvrir également, la téléconsultation accompagnée. Ça a peu d'impact, actuellement, mais de toute manière, on vous tiendra au courant. Je crois qu'il y a des questions. Anne-Laure, peut-être? Oui, c'est en complément de ce que vous venez de dire. Nous, il y avait du coup des sollicitations qui avaient eu lieu effectivement sur les téléconsultations accompagnées en fin d'année dernière et effectivement avec ce point de retravail qui avait été évoqué de votre côté. Et nous, on est en l'occurrence, c'est un sujet sur lequel on attend effectivement d'avoir les dernières exigences pour pouvoir retravailler, parce qu'il y avait quand même pas mal d'incertitudes sur nos besoins et sur ce que ça impliquait. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes en capacité de pouvoir nous transmettre quelque chose rapidement, mais c'est vrai que l'échéance étant ce qu'elle est et la quantité de choses à faire sur le lot 3 nous fait dire que ça commence à être un petit peu compliqué si on ne peut pas avancer dessus sans avoir un référentiel stable à ce stade. Ouais, vous avez raison. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, c'est vrai que c'est vraiment les gens de l'ANS qui pourraient répondre, notamment Yves Laurillard. Et donc, on prend votre question et on vous fait un retour très vite pour une Super. question qui a tout à fait sa légitimité.
Merci beaucoup. En tout cas, pour vous dire, on a commencé à travailler avec plusieurs réunions déjà. En gros, on a quasi terminé. Donc voilà. Mais Ouais. je ne veux pas m'avancer. Je préfère que ce soit les personnes concernées qui vont répondre. Merci. Mais quitte à ce qu'on ait quelque chose un petit peu même transitoire, Ouais. mais au moins qu'on ait un peu de visibilité, parce que je sais qu'on nous avait dit que c'était pas à la marge, donc du coup on n'ose pas trop se lancer en se disant bah si c'est pour tout refaire une fois qu'on a la dernière version, ça vaut pas le coup. Mais au moins avoir Ouais. un document de travail préparatoire, ça nous permettrait quand même de pouvoir démarrer sans pour autant attendre trop longtemps. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite, juste une toute dernière question. Moi, j'avais pas eu l'invitation pour tout ce qui était thèse d'intrusion sur le webinaire qui a eu lieu. Je ne sais pas si il a été enregistré aussi et s'il est disponible en replay, mais je serais intéressée d'avoir le Je me lien. renseigne et puis je vous réponds. Super, merci beaucoup. Et je confirme qu'il a été enregistré, le webinaire, donc on pourra le transmettre. Voilà, parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce webinaire. En tout cas, merci pour ces échanges interactifs, très intéressants, avec différentes questions. Merci Brigitte, merci Manuel, bon il est plus là, voilà. Bien sûr, on transmettra les questions aussi liées à la téléconsultation accompagnée, donc à Yves notamment, et on reviendra vers vous très prochainement aussi à ce sujet-là. Et donc rendez-vous, moi je vous dis aujourd'hui au prochain webinaire, donc qui sera autour de l'éco-score. Donc voilà, sinon je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Oui, moi aussi, je voudrais bien. Ouais, merci beaucoup et merci de vos échanges et de votre intérêt, réaction, proposition. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.